BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts. Benoît Lombard vient de nous rejoindre. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Président de Vitam MFO et en charge désormais de la communication du groupe Cristal. Benoît, êtes-vous prêt ? Totalement. Totalement. On va démarrer avec cette première question de Jacques. Il a 70 ans, il souhaite modifier sa clause bénéficiaire, on parle donc d'assurance vie. Il nous demande s'il modifie donc la clause bénéficiaire, s'il perdra le bénéfice de l'abattement de 152 500 €. Abattement de 152 500 € par bénéficiaire dès l'instant où le contrat de Jacques a été alimenté avant son 70e anniversaire. Alors maintenant, je comprends qu'il a plus de 70 ans et il s'interroge, si jamais je change cette clause bénéficiaire qui figure dans mon contrat initial ou qui était modifiée par avenant, parce que je rappelle qu'on peut modifier à tout moment, juridiquement, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. On peut multiplier les heureux bénéficiaires. Eh bien, au-delà de 70 ans, même si Jacques a 80 ans ou 90 ans, même un âge relativement avancé, à partir du moment où il ne modifie pas son contrat initial, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de nouveaux versements, il peut modifier à tout moment le bénéfice de son contrat, alors même que les heureux bénéficiaires que je visais, ou l'heureux bénéficiaire, aura la fiscalité qui s'appliquait avant le 70e anniversaire de Jacques. Et donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on voit bien que les configurations familiales évoluent. Si Jacques a souscrit son contrat tandis qu'il avait 50 ans et qu'il avait des enfants de 10 ans, à 70 ans ou 80 ans, il peut être grand-père. Il peut même être arrière-grand-père, pourquoi pas. Eh bien, en multipliant les bénéficiaires de son contrat, il multiplie, c'est les abattements. Pas Jésus-Christ, mais pas loin. Donc, il multiplie les abattements de 152 500 €, ce qui est donc assez formidable. Ouais. Et ça, c'est un avantage aussi qui est attaché au contrat. Donc, ce qui compte, c'est la date à laquelle le contrat a été alimenté. Peu importe si les bénéficiaires évoluent au fil du temps, au gré des évolutions familiales et patrimoniales du souscripteur. Et l'on peut donc modifier à tout moment sa clause bénéficiaire, c'est ce qu'il faut retenir. Pour ce qui concerne le montant de l'abattement, ça dépend de l'âge. Avant 70 ans, 152 500 et après, c'est beaucoup moins. Quand on alimente, pour les nouveaux versements. Voilà, quand on alimente après, exactement. Une autre question d'un auditeur qui nous demande s'il vend son appartement loué, va-t-il perdre son déficit foncier ? Vendre un appartement loué sur le déficit foncier, ça peut avoir un impact négatif ? Alors, d'abord, on peut vendre à tout moment son actif immobilier. Donc ça, c'est quand même la première des choses. Donc oui, il peut le vendre. Je présume que la question repose plus sur la problématique fiscale. De deux choses l'une. S'il a un déficit foncier et que ce déficit vient effectivement de l'appartement qu'il a vendu, et que ce déficit a été imputé sur le revenu général, parce qu'on rappelle que le déficit naît de quoi ? Eh bien, il naît des travaux qu'on a pu réaliser en vue de conserver le bien, ou de maintenir dans un état propre à ce qu'il puisse être loué. Donc il a été affecté, les dépenses ont été affectées en vue de la conservation de ce bien-là. Eh bien, si ce déficit excède le revenu foncier, eh bien, il s'impute sur le revenu général, à hauteur de 10 700 €. Et ce, pendant 3 ans, plus l'année en cours, 4 ans, quasiment. Si le bien qu'il cède a été à l'origine de ce déficit qu'il a imputé sur le revenu général, eh bien là, il doit continuer la location. À défaut, eh bien on va faire comme si jamais il n'y avait pas eu de déficit général et on va reconstituer le passé, si je peux dire, les 3 années passées, puisque cette obligation de conservation est de 3 ans, on va reconstituer les 3 années passées pour faire comme si jamais, eh bien, le déficit qui a été imputé sur son revenu général ne pourra s'imputer que sur le revenu foncier. Et là, pendant 10 ans encore. Donc, il y a une reconstitution de la fiscalité qui fait que, non, je ne dirais pas qu'il ne peut pas le vendre, mais qu'il doit modifier ces déclarations d'impôts en vue de réaffecter le déficit au bon endroit, si je puis dire. Il y a un délai pendant lequel on ne peut pas vendre son bien loué ? Non, on peut à tout instant vendre un actif qui appartient à son propriétaire, donc juridiquement, fiscalement. Donc juste une chose, c'est qu'il y a une reconstitution de ce qu'est son revenu foncier en prenant en considération le déficit qui ne peut s'imputer que ce revenu de même nature. Donc sur des revenus fonciers qu'il pourrait avoir par ailleurs. C'est-à-dire si cette personne, cet auditeur a cédé cet actif et qu'il en rachète un autre, eh bien le déficit qui a été généré du temps où il avait cet actif peut être utilisé pendant 10 ans. Donc, il peut racheter un actif, par exemple, 3 ans après, et puis réutiliser le déficit passé. Mais que sur le revenu foncier. C'est la sectorisation, donc, des déficits. Cette question de Magali. Magali, la réponse à l'instant de Benoît Lombard. Continuez de nous envoyer toutes vos questions sur notre site bfmbusiness.com. On y répond chaque jour. Un autre auditeur qui nous demande, à propos de démembrement, de quoi s'agit-il quand on parle de quasi-usufruit ? On sait que le démembrement, ça peut être intéressant pour acheter de l'immobilier à prix décoté, par exemple, quand on achète la nue propriété d'un bien, mais on entend, c'est vrai, aussi parler parfois, alors
alors d'usufruit bien sûr en face de la nue propriété et même parfois de quasi-usufruit. C'est la question de cet auditeur, c'est quoi le quasi-usufruit? Eh bien, l'usufruit, c'est le droit d'user d'un bien ou d'en tirer des revenus. Et l'abusus, qui correspond à la nue propriété, c'est le droit de pouvoir disposer du bien au jour où l'usufruitier décède, puisque l'usufruit est viager par essence. Lorsque l'usufruit porte sur des biens qui, à partir du moment où ils les utilisent, sont détruits, à partir du moment où on les consomme, n'existent plus, comme l'argent, comme le blé. Rappelons-nous que c'est un vieux principe du Code civil. Lorsque on avait une population qui était essentiellement agricole, qui était essentiellement rurale, et que la veuve recevait un stock de blé et qu'elle mangeait ce stock de blé, il n'existait plus. Eh bien, l'usage du bien faisait qu'il était détruit. C'est un quasi-usufruit. C'est-à-dire que c'est l'usufruit qui porte sur un actif qui, lorsqu'on le consomme, n'existe plus. Je donne l'exemple du blé, historiquement, mais ça peut être bien évidemment l'exemple de la monnaie. L'usufruitier qui va consommer cet actif, si vous avez 100, tout simplement dans une succession, et que, par hypothèse, madame la veuve veut utiliser ses 100, elle doit restituer, elle peut les grignoter, les manger, et pas utiliser, bien évidemment, des revenus qui ne produisent pas d'argent. Enfin, la monnaie ne produit pas d'argent en tant que telle, hein, donc ne produit pas de revenus. Le blé non plus. Elle a une charge, c'est de restituer la même quantité de choses au propre jour de son décès. Donc le quasi-usufruit, c'est quoi? C'est l'usufruit qui porte sur des biens qui sont consomptibles, disons-nous, par le premier usage, c'est codifié à l'article 587 du Code civil. Et c'est vrai que c'était utilisé ces derniers temps. Attention au quasi-usufruit qui peut porter sur des éléments qui peuvent être consommés par le premier usage, mais il ne faut pas non plus utiliser le quasi-usufruit à des fins d'optimisation fiscale agressive. Hein, donc, oui, c'est ça. Je rappelle, bah oui, parce que vous donnez... L'administration vérifie s'il y avait... Vous donnez un usufruit, un portefeuille de valeur mobilière en quasi-usufruit, puis vous, en tant qu'usufruitier, réutilisez le bien. Non, il faut vraiment qu'il y ait un dessaisissement et qu'il y ait une non-réappropriation de l'actif qui a été transmis lorsque il se fait par le biais du quasi-usufruit. Vous envoyez de plus en plus des quasi-usufruits? Oui, c'est un vieil article du Code civil, disais-je, mais qui a été réutilisé à des fins d'optimisation patrimoniale il y a de cela 25-30 ans. Donc on en voit, et bien souvent l'usufruit, le quasi-usufruit est automatique. Hein, je donnais l'exemple, lorsque une veuve qui reçoit, ou un veuf qui reçoit l'usufruit des biens de son conjoint et qu'il y a un portefeuille d'actifs financiers qui est monétarisé, hein, donc, ou du cash, eh bien là, on a un quasi-usufruit automatique. Hein, il faut pouvoir le suivre. Il peut l'utiliser, il peut le grignoter, il peut le manger, il peut dépenser l'argent, mais il doit restituer la même quantité au propre jour, au jour de son décès. Il est gourmand synonyme, Benoît Lombard. Merci beaucoup Benoît d'être passé nous voir et d'être surtout venu répondre aussi clairement et de façon très complète, transverse aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, vos clients aussi peut-être, qui sont nombreux. Président de Vitam MFO, Benoît Lombard est en charge désormais de la communication du groupe Cristal, avec lequel vous vous êtes rapproché. Merci beaucoup. À très bientôt. On va se